tous, et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve à nouveau pour ce deuxième webinaire concernant la santé vocale et plus précisément, il va s'agir d'un webinaire portant sur la communication, l'optimisation de la communication dans le but de réduire les efforts vocaux, c'est-à-dire dans le but de réduire la charge vocale qui est souvent la vôtre, c'est-à-dire grosso modo, comment communiquer mieux pour parler moins et donc pour être en meilleure santé vocale. Effectivement, vous faites partie, la plupart des professionnels de la voix. Les professionnels de la voix, ce sont les salariés qui ont pour outil de travail principal la voix. Ça concerne évidemment de nombreux salariés, puisqu'il y en a à peu près un tiers sur le marché du travail dont la voix est l'outil principal de travail. Je pense bien évidemment aux enseignants, aux comédiens, aux chanteurs, mais également aux commissaires-priseurs, aux instructeurs militaires, aux commerciaux, aux avocats, aux hommes politiques. Il y a énormément aux soignants, puisque les médecins, les aides-soignantes, les infirmières sont des professionnels de la voix. Je suis certaine évidemment d'avoir devant moi une majorité de professionnels de la voix et probablement beaucoup d'enseignants. Il se trouve que parmi les enseignants, beaucoup parlent énormément. Il faut savoir qu'à peu près 75% de votre temps est consacré vous le consacrez à parler. Et on s'interroge beaucoup sur cette nécessité qu'a l'enseignant de parler, sur cette nécessité qu'a l'enseignant d'aller nourrir l'enfant de façon à lui éviter, pour solliciter l'intelligence de l'enfant, pour l'éveiller. Eh bien, souvent vous parlez. Je crois que vous avez beaucoup l'angoisse de l'apprentissage, l'angoisse de remplir l'enfant de la bonne parole, de la connaissance. Et donc, on déverse cette parole de façon à ne rien rater, de façon à ne rien oublier, de façon à ne pas passer à côté de quelque chose, de façon surtout finalement à ne pas laisser l'enfant seul. Il est évident que la parole a souvent une vertu de contact avec l'interlocuteur, de ne pas lâcher l'interlocuteur, de ne pas quelque part l'abandonner. Donc avec la voix, on va multiplier le contact avec l'interlocuteur pour lui faire comprendre qu'on reste proche de lui, qu'on ne l'abandonne pas, qu'on est près de lui et qu'on s'occupe de lui. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose de très important quand on fréquente les enseignants parce que c'est souvent ce qui les caractérise. C'est souvent aussi ce qui caractérise bien évidemment les formateurs d'adultes, tous les gens qui vont soigner ou qui vont enseigner et quelquefois aussi ceux qui vont manager. Alors aujourd'hui, nous allons donc reprendre là où nous en sommes restés la dernière fois pour ceux qui ont déjà suivi le dernier webinaire et nous allons donc nous attacher à traiter aujourd'hui donc de la voix versus la communication, c'est-à-dire comment communiquer de manière à protéger un maximum sa voix, c'est-à-dire de manière à l'utiliser le moins possible, de ne pas avoir à répéter, de manière à finalement optimiser ses prises de parole, optimiser ses prises de parole tant dans l'aspect voix que dans l'aspect discours, c'est-à-dire dans l'aspect construction d'un discours, construction d'une consigne, construction de son message. Alors, vous savez que le message, c'est ce que produit le fait de communiquer. Lorsque nous communiquons, nous produisons un message. Donc, comment à la fois travailler sur le média qui va produire le message et en même temps, comment être sûr de produire un message suffisamment bien construit, suffisamment pertinent pour ne pas avoir à le répéter. Très bien. Je vais donc commencer à projeter mon support et on fera assez rapidement un exercice. Alors, vous voyez que, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Vous voyez que la voix nous permet de communiquer des messages. Alors, vous voyez que là, le schéma de la communication selon Jacobson, qui était un linguiste du début du XXe, pas du début, mais on va dire de la moitié du XXe siècle, le schéma de Jacobson est le suivant. Pour communiquer, il faut un émetteur, il faut un récepteur. Et
le référent va être le sujet dont on va traiter, le message va être la forme que va prendre ce sujet, et le canal va être défini par le média, hein, c'est-à-dire là, en l'occurrence, la voix. C'est-à-dire que la voix va être le média qui va nous permettre, qui va permettre à l'émetteur de rejoindre le récepteur, excusez-moi pour la faute d'orthographe, que l'émetteur, c'est le média la voix est le média qui va permettre à l'émetteur de rejoindre le récepteur, et le code va être la langue que nous allons utiliser. En l'occurrence, nous avons donc trois choses importantes, le sujet, le message, hein, qui va donc traiter du sujet, et le média qui va permettre au message d'être véhiculé. Et là, nous sommes bien dans la voix. Lorsque le récepteur reçoit le message, eh bien, il y a un feedback avec rétroaction de la part du récepteur vers l'émetteur. Eh bien, il y a donc deux aspects dans la communication. Il y a ce que l'on dit et bien évidemment, comment on le dit. Ce que l'on dit, ça va être le discours, hein, et comment on le dit, eh bien, et ce qui véhicule, je viens de dire, donc le média, ça va être la voix, mais ça va également être bien évidemment le corps qui supporte la voix. Alors, l'instrument du discours, bien évidemment, c'est en partie la voix. Alors, comment préparer déjà sa voix, hein? Si vous avez l'impression que je répète, pour ceux qui ont déjà suivi le premier webinaire ou qui en ont suivi d'autres, parce que ce n'est pas le premier que je fais en direction de cette belle région Antilles-Guyane, eh bien, pour ceux qui ont l'impression que je répète, mettez-le moi dans le fil de discussion et je m'adapterai bien évidemment. Normalement, il y aura peut-être des répétitions, mais en tous les cas, c'est pour aller vers des choses que je n'ai encore jamais traitées. Alors, comment préparer la voix? Eh bien, il va y avoir plusieurs manières de faire. Vous savez que la voix est produite par deux petites cordes vocales, deux replis vocaux, on les appelle des plis vocaux, les cordes vocales maintenant depuis déjà beaucoup de décennies, de nombreuses décennies, les cordes vocales sont appelées plis vocaux parce que ce sont des replis qui font saillie comme ceci, hein, c'est des replis qui font saillie à la paroi interne de la trachée et qui vont s'ouvrir et se fermer des centaines de fois par seconde sous l'action de l'air pulmonaire qui va s'échapper de la trachée. Donc, il va donc y avoir l'air pulmonaire qui va s'échapper de la trachée, qui va faire vibrer les plis vocaux qui se trouvent dans le larynx à la partie supérieure de la trachée, et pour que pour que le son émis par la vibration des plis vocaux devienne du langage, il va avoir besoin d'être articulé et d'être amplifié par ce qu'on appelle les résonateurs, que sont notre bouche, notre pharynx, qui est la paroi qui se trouve tout au fond derrière, quand on ouvre la bouche et qu'on voit tout au fond, il y a un mur, c'est le pharynx, et par les fosses nasales. Ce sont les trois résonateurs principaux. Dans la bouche, eh bien, vous savez qu'il y a énormément de choses. Il y a les lèvres, il y a les arcades gingivo-dentaires, il y a le voile du palais, il y a la langue, et toutes ces structures anatomiques eh bien, vont servir à articuler le langage, mais également à l'amplifier. Alors, comment préparer la voix? Bien, c'est un vrai sujet, parce que vous avez tous remarqué que la voix est extrêmement variable, est extrêmement changeante, hein. Elle est extrêmement variable déjà en fonction de notre âge, en fonction de notre sexe, bien évidemment, en fonction bien évidemment des situations que nous pouvons rencontrer. Quand nous sommes inquiets, eh bien la voix va changer. Quand nous sommes ébranlés émotionnellement, eh bien la voix change, hein. La voix nous trahit. Pourquoi la voix nous trahit-elle? Parce qu'elle est véhiculée par le corps, hein. J'ai bien parlé des poumons, j'ai parlé des cavités de résonance. Eh bien, tout ça, ce sont des structures qui sont maintenues à la verticale par la colonne vertébrale et qui sont alimentées par des muscles, dont le fonctionnement est alimenté par des muscles qui souvent s'opposent, et aussi par le souffle. Or, vous savez que, eh bien, il suffit que nous soyons un peu ébranlés par différentes raisons, ça peut être aussi par une maladie, eh bien, la posture va changer, le souffle va être modifié et la tonicité musculaire peut s'en trouver changée. Donc, il y a de nombreuses raisons qui peuvent faire que la voix peut être ébranlée, peut être réduite ou
rendu un peu difficile dès lors que notre corps et notre esprit eh bien, sont ébranlés. Parler est un geste psychomoteur qui va mobiliser à la fois nos forces psychiques et notre corps. Et quand l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, eh bien, se trouvent comment dire, déstabilisés, perturbés, même euh, quand c'est le cas d'émotions heureuses, par exemple, eh bien, ça va généralement jouer sur le souffle, sur la posture, sur la tonicité musculaire et la voix va s'en trouver rendue la plupart du temps un petit peu plus difficile. Alors, bien évidemment, comment préparer sa voix? Alors, pour ceux qui ont suivi le premier webinaire, probablement j'ai donné des exercices. Je vais continuer. Eh bien, comment préparer sa voix? Eh bien, la première des choses, ça va être maîtriser son stress, qu'il soit positif. Le stress n'est pas toujours négatif, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Vous voyez, il est écrit sur ce PowerPoint, la réaction de stress est provoquée par un déséquilibre entre deux perceptions. La perception d'une demande qui nous est faite, la perception des moyens à notre disposition pour y répondre. Si vous avez l'impression que eh bien, la demande qui est faite, même si elle vous crée un sentiment d'exaltation extraordinaire et de joie, par exemple, ça peut arriver, et vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir y répondre, eh bien, il y a un décalage entre la perception des moyens qu'on a pour répondre à cette demande et il va y avoir un déséquilibre qui va générer un stress. Donc, il est très important, la première des choses, la première des choses pour maîtriser son stress, ça va être, eh bien, alors le stress, pardon, vous voyez que il y a des tensions musculaires, accélération du rythme cardiaque, la voix qui monte, qui se bloque, etc. Et donc, ça va générer, bien évidemment, des réactions corporelles qui ne sont pas toujours appropriées. Alors, pour les techniques de gestion du stress, eh bien, vous avez le yoga, vous avez la technique Alexander, la méthode Feldenkrais, qui n'est pas encore là, qui n'est pas écrite ici, mais vous avez des méthodes de travail corporel qui sont régénératrices et qui peuvent bien évidemment vous aider à vaincre un petit peu ce stress. Et vous avez par exemple le Pilate, les arts martiaux sont très très bien pour ça, tels que le Qigong, le Pilate. Il y a énormément de choses qui peuvent vous aider. J'ai cité les principales, il y en a d'autres, mais enfin, le yoga, par exemple, est excellent. Tout ce qui va être technique Alexander ou technique Feldenkrais est aussi absolument salvateur, et bien évidemment tout le reste, la sophrologie, la relaxation. Alors, si vous voulez, eh bien, nous allons peut-être commencer par un petit exercice tout à fait souverain que je vais vous conseiller donc de faire. Alors, je vous conseillerais de vous allonger sur le sol et éventuellement de placer une chaise sous vos deux jambes. Est-ce que c'est possible pour tout le monde, cet exercice que je propose? Alors, comment je fais pour retrouver le grand... Est-ce que tout le monde... D'accord. Donc là, j'ai à nouveau les discussions. Est-ce que tout le monde peut se lancer dans l'expérimentation d'un exercice? Est-ce que tout le monde est d'accord? Le temps de s'installer. Alors, prenez une chaise. Mettez peut-être une couverture par terre ou un petit tapis si vous avez un petit tapis Décathlon. Une couverture sous votre corps ou un tapis sous votre corps. Et éventuellement, pour ceux qui en éprouvent le besoin, relevez vos jambes sur la chaise. Vous allez donc vous allonger, les jambes relevées, et puis mettez les bras le long de votre corps en pliant un tout petit peu vos coudes de façon à avoir les mains bien à plat, les coudes, les bras un tout petit peu repliés. Et vous allez vous laisser respirer. Donc, il n'y a rien à faire en particulier, juste se laisser respirer. Et imaginez que vous êtes sur une plage de sable fin.
quelle trace vous laisseriez sur la plage de sable fin? Très bien. Et puis, quand j'ai dit, vous voyez comment vous respirez, ça veut dire essayez de voir quelle partie de votre corps bouge lorsque vous respirez. Quelle partie de votre corps bouge lorsque vous respirez? Il y a beaucoup de parties qui peuvent être ébranlées par le souffle. Je vous laisse vous concentrer sur celles qui vous paraissent bouger. Peu, beaucoup, moyennement. Quelle partie du corps bouge à présent lorsque vous respirez? Et puis, je vais vous demander de vous imaginer que votre tête va très loin du corps. Imaginez que votre tête va très, très loin du corps et qu'en même temps, vos deux épaules vont loin du bassin. Les deux épaules vont très loin du bassin, s'éloignent vers le haut. Et qu'en même temps, les deux omoplates s'éloignent l'une d'elles, s'éloignent l'une de l'autre. Les deux omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Dites-vous, ma tête va loin du corps. Mes épaules sont loin de ma tête et loin du bassin. Et mes deux omoplates sont loin l'une de l'autre. Et laissez respirer. Maintenant, vous pensez, mon bras droit va loin, loin du corps. Mon bras droit va loin du corps. Ma main droite va loin, loin de mon bras. Ma main droite va loin, loin de mon bras. Mes doigts vont très loin de ma main. Mes doigts vont très, très loin de ma main. Essayez de voir comment se dispose votre bras droit par rapport à votre bras gauche. Et pensez que vraiment le bras droit est loin du corps, la main loin du bras, les doigts loin, loin de la main. Continuez à respirer sans bloquer la respiration. Laissez respirer. Et puis, concentrez-vous sur le bras gauche et pensez aussi que le bras gauche va loin, loin du corps. Loin du bras, les doigts loin, loin de la main. Laissez respirer. Puis vous allez penser maintenant que la jambe droite va très loin de vous aussi. Elle va très loin de vous, que le pied va loin de la jambe droite et les orteils très très loin du pied. Et vous réinitialisez cette phrase mentalement plusieurs fois. Comparez la jambe gauche et la jambe droite, comment les deux reposent.
Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et pensez toujours que cette jambe droite va loin, loin du corps, le pied loin de la jambe, les orteils loin du pied. La tête continue à aller loin du corps, les deux omoplates loin l'une de l'autre. Et les épaules loin de la tête, les bras loin des épaules et loin, loin du corps. Les bras vont loin, loin des épaules et loin, loin du corps. Passez à la jambe gauche va loin du corps, le pied loin de la jambe, les orteils loin, loin du pied. Laissez aller les deux bras, les deux jambes loin, loin du corps, la tête loin du corps, les épaules loin de la tête. Et essayez de voir maintenant quelles sont les traces que vous laissez sur la plage de sable fin au niveau des pieds, des mollets, du bassin, des épaules, du crâne. Voyez comment ça respire. Quelle partie du corps maintenant bouge et dans quelle direction ça bouge? Est-ce que ce sont les mêmes que tout à l'heure ou pas? Et puis, voyez comment la colonne vertébrale repose sur le sol. Et remontez avec l'œil de l'imaginaire, remontez les 5 lombaires, les 12 dorsales, et les 7 cervicales qui vont jusqu'à la base du crâne, ici derrière, très haut. Et maintenant, vous allez vous tourner, rouler sur le côté gauche ou le côté droit et vous mettre debout tranquillement. Et voyez comment le corps repose. Vous voyez comment le corps repose. Et voyez comment le corps respire. Quelle partie du corps bouge et dans quelle direction ça bouge. Pour ceux qui fermaient les yeux, vous pouvez les ouvrir. Et nous allons un tout petit peu débriefer. Est-ce que vous avez l'impression de vous tenir différemment maintenant que peut-être tout à l'heure avant de vous connecter? Et si oui, en quoi qu'est-ce que vous faites de différent? Je lis vos réponses. Donc, est-ce que vous avez l'impression de vous tenir différemment et en quoi? Quelle est la différence si vous avez l'impression de vous tenir un peu différemment? Est-ce qu'il y a des retours? Merci tout le monde. 44, non, c'est 445.
467, merci. Merci Valérie. Est-ce qu'il y a des retours? Merci Florent. Vous avez bien fait d'essayer. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Merci, merci Florent. Merci Félie. Avez-vous l'impression que vous êtes un peu plus détendu? Moins stressé qu'au début. Merci Félie. Merci Jaffre. Merci Claudine. Donc, on a des retours. Merci Stéphanie. On a des retours sur le fait que la posture est plus droite, qu'on n'arrête pas de bâiller, qu'on est plus détendu, qu'on se sent moins stressé, que la respiration est plus apaisée. Alors, placez votre attention sur ce que vous avez, et vous vous sentez reposé, Jean-R, merci. Placez votre attention sur comment vous vous tenez maintenant. Et cette manière de vous tenir, de vous placer debout, eh bien, va être quelque chose qu'il faut garder en mémoire pour les exercices qui vont suivre, que je vais faire par la suite, que je vais vous faire faire par la suite. Je vous laisse peut-être noter, alors soit prendre note dans votre esprit, soit carrément noter qu'est-ce qu'il y a de changé dans cette posture. Vous dites elle est plus droite, mais elle est plus droite d'où? Elle est plus droite des épaules, du cou, du bassin, des jambes. Qu'est-ce qu'il y a de plus droit? Ça, c'est très important de bien préciser quelle est la différence corporelle que vous sentez. Je vous laisse écrire parce qu'il va falloir garder en mémoire ce résultat que nous allons, qui va nous servir pour la suite. Et de même pour la respiration. Merci 445 et 467. Le maintien de la tête. Comment est cette tête maintenant? C'est intéressant, le maintien de la tête. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête maintenant? Notez bien précisément les différences. Et puis, voyez comment ça respire. Vous dites, je respire, je me sens plus légère, c'est intéressant. Ma respiration est plus apaisée. Je respire mieux. Ça veut dire quoi, je respire mieux? Je respire mieux, ça veut dire quoi? Quelle partie du corps bouge et dans quelle direction ça bouge pour respirer? Essayez de bien préciser les choses, à votre cerveau, de façon à ce qu'il puisse enregistrer et vous les reproposer sur demande. C'est un peu le même principe que la pédagogie. On est dans de la pédagogie. Très bien. Puis maintenant, vous allez prendre une main que vous allez mettre que vous allez placer sur votre ventre entre le nombril et le pubis. Donc, je montre, ça donne à peu près ça. Voilà. Vous allez donc mettre une main entre le pubis et le nombril et vous allez presser. Alors, restez debout, et vous allez presser le ventre contre votre colonne lombaire en soufflant. Et vous gardez surtout la même posture. Ne changez rien. Donc, vous soufflez en rentrant un peu le ventre. Et quand vous êtes arrivé au bout de l'expire, n'allez quand même pas trop loin,
Quand vous êtes arrivé au bout de l'expire, vous laissez le ventre revenir, c'est-à-dire vous laissez l'air revenir tout seul en relâchant l'abdomen. Vous lâchez les mains et vous laissez revenir le souffle. Et vous laissez revenir le souffle. En gardant le même alignement. En gardant le même alignement. Il n'y a rien à changer dans l'alignement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Suis-je claire pour tout le monde? Et puis, vous allez le faire de plus en plus vite. Hein, et donc, ça nous donne un peu ça. Et quand je lâche mon ventre, je laisse l'air rentrer dans ma bouche. Hein. Mais ce n'est pas pour ça que je fais. Je ne vais jamais vers le bas. Ma tête reste loin du corps, mes épaules loin de la tête et les omoplates très loin l'une de l'autre. Ça va pour tout le monde? Très bien. Et maintenant, on va juste faire ça veut dire qu'on fait et un T à la fin. Hein. C'est comme si vous disiez chute, en fait. Ça va vous servir en classe pour les enseignants. Donc, je préfère que vous fassiez 2 boucles l'exercice. C'est plus profitable. Très bien. Ça va pour tout le monde? Si vous rencontrez des difficultés, mettez-les-moi dans la ligne de chat. Et puis maintenant, nous allons juste, au lieu de faire ch, on va faire j, en gardant toujours sa main sur le ventre. Et on laisse revenir l'air naturellement. On laisse revenir l'air. On commence par dire che et on dit je ensuite. Hein. Pendant que vous dites le che, les cordes vocales ne vibrent pas. Mais à partir du moment où vous dites j, les cordes vocales vibrent. Hein. Ce sont les mêmes consonnes, mais l'une est sourde et l'autre est sonore. Le che est sourd, le je est sonore. Vous remarquez que vos lèvres et votre langue se placent au même endroit pour faire che que pour faire je. Mais en revanche, dans le je, les cordes vocales vibrent. Hein, si je fais ch, ça ne vibre pas là. Si je fais ça vibre ici. Je vous laisse tester. Faites ch, ça vibre pas là. Ça vibre là. Donc, nous sommes à la fois sur une sourde, quand on fait ch, et sur une sonore, quand on fait j. Donc, nous avons travaillé sur la sourde, ch, ch. Nous allons travailler sur les sonores, en introduisant une vibration du larynx. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche, etc. Allez-y, plusieurs fois.
sommes en train de... On s'est détendu et là, on est en train de préparer un petit peu la voix. Je suis désolé, juste un instant. Oui, Je sais pas si on vous entend bien. qui, moi? Est-ce que vous entendez bien l'intervenant? Je suis désolé d'avoir coupé. Oui, bah c'était de mon côté, je suis vraiment désolé. Très bien. Alors, on va reprendre mon support. Vous pouvez vous asseoir en attendant. Voyez comment le corps cherche à s'asseoir. Voyez comment le corps cherche à s'asseoir. Est-ce que vous êtes assis de la même manière qu'au démarrage ou pas? Et si vous êtes assis différemment, par exemple, eh bien, essayez de noter en quoi c'est différent. En quoi c'est différent? Je reprends mon support. Alors, on a expérimenté un petit exercice. Vous voyez qu'il y a le Pilates, j'en ai parlé tout à l'heure, la méthode Feldenkrais, vous avez l'orthographe des mots, la relaxation, la sophrologie, bien sûr, pour se détendre. Alors, vous voyez, par exemple, lorsqu'on enseigne, il va être important pour gérer son stress, eh bien, d'établir un constat. Ce constat passe par un moment d'auto-observation. Prendre conscience déjà des tensions que nous avons dans le corps lorsque nous rentrons en action et que cette action est quelquefois un peu difficile à réaliser ou qu'il y a des émotions ou qu'il y a des difficultés, etc. Quelles sont les tensions? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez tendre? C'est la première des choses à faire, c'est de partir d'un constat et non pas d'essayer de faire mieux. Il faut déjà arrêter de faire ce qui vous stresse, arrêter de vous faire mal au corps. Arrêtez de vous faire mal au corps. Mais à quel endroit du corps vous faites-vous mal? Vous voyez? D'ailleurs, je vous pose la question, à quel endroit du corps vous faites-vous mal? Les uns et les autres. Je vous laisse me répondre. À quel endroit du corps avez-vous l'impression de vous faire mal? La voix, le dos, au dos et au lombaire, ok. Aux épaules, d'accord. Où est-ce que... Alors, à la voix, Tintard dit à la voix. La nuque, bien sûr. La voix, au milieu du dos. L'exercice que nous avons fait tout à l'heure est facile à faire et c'est un excellent exercice pour tout ce qui est, pour toute la verticalité, pour l'alignement. Se coucher sur le parquet est un excellent exercice, à la fois qui va vous aider au niveau respiratoire, au niveau postural, et va vous aider aussi au niveau vocal. Donc, il ne faut pas hésiter à s'allonger comme ça, notamment quand on est fatigué vocalement, et à laisser aller la masse du corps et laisser aller le souffle. C'est quelque chose de très important. Donc, je constate qu'il y a des difficultés vocales, des difficultés au niveau de la colonne vertébrale, avec des tensions dans le dos. Alors, vous voyez, on a dans l'auto-observation, on relève souvent des maux de tête, une fatigue vocale, une fatigue visuelle, les maux de dos et des tensions variées et diverses. C'est très, très important. Vous pouvez évidemment, quand vous le pouvez, vous masser le cou comme je fais là, comme ça. Vous massez les cervicales, c'est très, très bon exercice. Et je vous conseille aussi de ne pas hésiter à diffuser des huiles essentielles dans l'espace que vous habitez, une synergie d'huiles essentielles relaxantes. Ça fait du bien, ça ne peut pas vous faire du mal et en tous les cas, ça peut soulager certains. Ensuite, dans notre constat, eh bien, il y aura l'identification de l'émotion. Je sens que je commence à m'énerver ou au contraire, je suis fatiguée ou je suis déçue, triste, je ne vais pas y arriver.
quelles sont, vous, les émotions qui vous mettent littéralement à plat, c'est-à-dire qui vous stressent, qui vous tuent, qui vous enlèvent, qui vous font perdre vos moyens. Ça peut être d'ailleurs des émotions de gaieté, de joie, hein, intenses. Ça, c'est épuisant, hein. Donc, il n'y a pas que des émotions négatives qui peuvent nous fatiguer. Quelles sont les émotions, vous, qui généralement vous agressent ou vous font perdre la détente minimale nécessaire à la bonne réalisation de vos actions et de vos interactions, pardon. Merci Claudine. Il y a un débit très rapide quand vous êtes stressé. Donc, c'est bien de le savoir parce que justement, vous pouvez du coup prendre le temps de respirer et articuler plus lentement. Quelles sont les émotions chez les autres? Quelles sont les émotions qui vous mettent inapte, si je puis dire? La colère et le stress. Merci Stéphanie. Bien sûr, la colère et le stress, d'où l'importance d'avoir un travail corporel sur le stress, très important. L'agressivité de l'interlocuteur, bien sûr. Comment gérer un interlocuteur agressif? On y reviendra tout à l'heure. Quelles sont encore les autres émotions? Alors, l'agressivité de l'interlocuteur, 445, elle provoque quoi en vous, en fait? Elle provoque donc du stress, elle provoque quoi, finalement, qui vous fait perdre vos moyens? Quel est l'impact corporel de l'agressivité sur vous? Merci Estelle, le bruit. Donc, le bruit, c'est terrible. Qu'est-ce qui nous fatigue encore? Donc, merci, l'agressivité, la colère, le stress, le bruit. C'est déjà des pistes de travail. Il est vraiment important d'identifier ces émotions et ces situations. Le manque de sommeil, merci Lebel. Oui, tout à fait, le manque de sommeil. Alors, comment je fais pour revenir à mon PowerPoint? Voilà. Alors, donc, vraiment, l'identification des émotions est quelque chose de très important. Et les réflexes de détente à utiliser quand on sent que ça vient, c'est tout de suite, il ne faut pas attendre. Et plus vous vous allongerez comme ça par terre, plus vous ferez quelques petits exercices corporels, plus ça sera facile d'introduire ce réflexe de détente lorsque vous sentez que les nœuds montent, les nœuds corporels montent, ou que la colère, ou tout ça monte. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une pratique assez régulière de n'importe quelle technique que ce soit. Et ensuite, une fois que vous avez fait tomber tout ce stress, c'est bien d'analyser, de décrypter ce qui est touché en vous pour bien évidemment débrancher toutes les pensées négatives et les réactions corporelles non réactives que vous subissez. Donc, en fait, ce qu'on va chercher, c'est une action pour se détendre et non pas une réaction qui va nous crisper. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bien, je continue. Alors, vous savez que lorsque vous transmettez un message, eh bien, il y a quelque chose qu'il faut savoir. 7% uniquement de vos mots ont un impact. Les mots, si on veut, entre ce que les gens entendent de vous, entre ce que les gens comprennent et ce que les gens voient, eh bien, il faut savoir que ce que les gens voient est le plus impactant, c'est-à-dire que le non-verbal compte pour 68%, que le paraverbal tel que la voix, l'élocution, compte pour 25% et que les mots comptent pour 7% uniquement. Ça veut dire que, eh bien, il est très difficile aux gens qui vous écoutent finalement de comprendre. Comprendre, c'est difficile. Le cerveau va être tout de suite beaucoup plus sensible
et va tout de suite retenir beaucoup plus ce qui est non-verbal, c'est-à-dire tout un univers de signes dont on va parler tout à l'heure, tout un univers de signes plutôt que les mots. Et il va aussi être très sensible au son. Certaines personnes sont d'ailleurs plus sensibles au son qu'au visuel. Il y a donc le profil des gens, il y a les kinesthésiques et les visuels. C'est Antoine de la Garandrie, qui était un enseignant-chercheur, qui a établi tous ces profils, les visuels, les kinesthésiques et les auditifs. La plupart des gens sont quand même plus souvent visuels qu'auditifs, et le visuel remporte à beaucoup, beaucoup d'importance. Alors, qu'y a-t-il d'important? Donc, on vient de le dire, c'est évidemment la voix. Alors, les interlocuteurs que vous pouvez avoir, bien évidemment, vont être sensibles à différentes choses dans la voix. Ils vont être sensibles à la clarté du timbre, ils vont être sensibles aussi à la facilité qu'a l'orateur de moduler. C'est quelque chose de très important. Mettre en évidence, en lumière des mots, moduler, c'est-à-dire varier à la fois la hauteur. Là, je parle sur une hauteur moyenne, mais je pourrais parler sur une hauteur beaucoup plus aiguë ou sur une hauteur un peu plus grave. Là, je fais moyen. Et plus aigu, plus grave. Vous voyez, il ne faut pas tout mélanger. La hauteur, ce n'est pas l'intensité. L'intensité, c'est ce que je vais montrer maintenant. Là, je suis à une intensité moyenne. Je pourrais parler comme ça et je suis à une intensité beaucoup plus faible, mais je pourrais parler comme ça et c'est plus fort. Vous voyez, ça n'est pas la même chose que la hauteur. Elles sont souvent un peu en corrélation, mais la hauteur n'est pas la même chose que l'intensité. Il ne faut pas confondre. Donc, dans la chaîne parlée, eh bien, on va avoir des variations de hauteur. Si je dis, mais enfin, que fais-tu là? Eh bien, j'ai varié la hauteur et l'intensité. Je suis partie sur mes enfin, à peu près dans le médium de ma voix. Que fais-tu là? Et là, je monte. Et en même temps que je monte, je parle un peu plus fort. Mes enfin, mais que fais-tu là? Vous voyez? Voilà. Et là, on est dans ce qu'on appelle la modulation. Alors, très souvent, on me dit comment faire pour moduler. Alors, comment faire pour moduler? Eh bien, je vais vous montrer comment faire pour moduler. Je vous conseille de prendre dans votre mémoire un petit exercice. Alors, pas un exercice, un poème. Par exemple, prenez un poème que vous aimez ou prenez un journal qui est à côté de vous. Prenez une chanson que vous aimez, mais je préfère quand même un poème. J'espère qu'il y a des professeurs de lycée et collège de français ou d'une autre langue, d'ailleurs de langue, des professeurs de langue. Donc, prenez un poème ou alors prenez le journal qui se trouve à côté de vous. Et je vous conseille de lire, pas à haute voix, de lire silencieusement déjà ce poème. Alors, soit de vous le dire silencieusement, soit de le lire silencieusement. Maintenant, je vous conseille de le lire à haute voix et essayez de voir ce que vous faites. Vous pouvez même vous enregistrer. Vous pouvez même vous enregistrer. Lisez donc à haute voix quelques lignes. 5-6 lignes. Maintenant, je vous conseille de mimer ce que vous avez lu, c'est-à-dire d'imaginer une mise en scène qui vous permettrait une mise en scène qui vous permettrait de mettre en scène le poème, c'est-à-dire de faire quelques déplacements, des gestes, enfin, imaginez un support scénique de ce poème ou du texte que vous venez de lire. C'est plus facile avec un poème ou avec un extrait de roman, bien sûr, mais enfin, ça n'a pas besoin d'être long. Imaginez donc que vous mettez en scène l'extrait que vous venez de lire. Je vous laisse faire.
Et maintenant, je vais vous conseiller de chantonner, c'est-à-dire de imaginer une chanson sur votre poème. Par exemple, moi, je prends le poème de Paul Verlaine, voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Et je vais le chantonner, ça va faire voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous, par exemple. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous imaginez n'importe quoi, vous chantez quelque chose. Très bien. Et puis maintenant, je vous conseille de faire comme si vous étiez filmé. Donc, vous êtes la star d'un film à succès et quand vous avez tourné, on vous a filmé. Donc, on fait des zooms sur le visage pour justement capter, essayer de capter le plus près possible les sentiments, les émotions, les expressions du comédien, en fait, hein, les expressions du comédien qui vont trahir les sentiments. Donc, imaginez justement qu'il y a des sentiments dans ce texte et eh bien, imaginez que la caméra vient vers vous et vous filme. Quels sentiments ce texte provoque en vous? Ça peut être une succession de quand je dis voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous, eh bien, ça peut être, elle se réjouit de voir de si jolies fleurs, de si jolis végétaux, elle est très heureuse et brutalement, il lui dit aussi que son cœur est pour elle. Donc, voilà, et ensuite, son cœur est pour elle. Donc, bon, bah, ça, c'est à vous de voir comment vous le joueriez, mais voilà, ça nous renvoie un peu au cinéma muet, hein. Très bien tout le monde. Et puis maintenant, eh bien, relisez votre texte. Reprenez le texte et relisez-le. Y a-t-il une différence maintenant? Y a-t-il une différence maintenant lorsque vous lisez le texte? Je lis le fil, donc vous pouvez me répondre, hein. Y a-t-il ou pas une différence lorsque vous relisez le texte? Pas de réponse? Ou vous êtes en train... Pas de réponse ou vous êtes en train de tester? Ah, merci. Merci, ok. Donc, la lecture s'est faite avec plus d'assurance. Merci, Claudine. Sylvie, oui, je le vis davantage. Merci, Sylvie. Merci, Sylvie. Et la lecture s'est faite avec plus d'assurance pour Claudine. Merci. Alors, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, un discours qui va bien passer, une voix qui souvent va mieux sonner, dépend du degré d'implication de l'orateur. Il est très important justement de s'impliquer. Et vous voyez qu'à partir du moment où vous êtes impliqué, eh bien, la voix va moduler beaucoup plus facilement. On va rechercher une implication psychique et corporelle dans la transmission du message pour optimiser la réception de ce message. C'est quelque chose vraiment de très, très important. Et c'est ce que provoque ce petit exercice. Alors, voyez, par exemple, sur la posture de tout à l'heure, hein, eh bien, vous voyez, souvent, nous sommes dans la posture B, C ou D ou E,
Et la posture A nous a quittés parce que la verticalité est très difficile à maintenir. Nous sommes des homo sapiens verticaux et ce n'est pas facile parce qu'il y a la gravité qui nous fait aller vers le bas. Hein, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et il faut dire que la vie nous fait aller un peu vers le bas et l'âge aussi, hein, la vieillesse, la fatigue, etc. Donc, on a des postures et souvent, eh bien, on a des postures qui vont être délétères à la fois pour le souffle et pour la voix, mais également pour la communication, c'est-à-dire pour transmettre son message. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces postures? Je vous laisse noter. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces postures? Merci Jean R. Le message est habillé, habité, intonation modulable. Merci beaucoup. Je vous invite à essayer de voir où vous vous situez. Est-ce que vous êtes le thorax en avant? Est-ce que vous êtes le ventre en avant? Est-ce que vous êtes les genoux tendus en hyperextension ou est-ce que vous êtes les épaules remontées vers la tête? Et dans tous les cas, l'exercice que nous avons fait au début peut vous aider. Merci Christelle, posture E. D, Mylène, merci. Posture D, Estelle, E, merci tout le monde, merci bien. 445, posture A. Bien, 445. Posture D, Félie, merci. Calixte, bravo. Donc, pour ceux qui se reconnaissent dans les postures B, C, D et E, voyez ce qu'il faut lâcher. Reprenez votre posture d'après notre exercice et voyez si ça vous permet de lâcher ces endroits du corps qui vont vous gêner. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui sont en posture C avec le ventre en avant sont souvent en appui sur le talon à l'arrière et pas assez sur l'avant du corps. Et très souvent, cette partie-là est en retrait. Il faut donc apporter cette partie-là, la partie de la poitrine. Il faut reculer le ventre, apporter la partie de la poitrine vers l'avant et bien évidemment, amener la tête loin du corps. Hein. Pour ceux qui sont en position B, ça va être un peu l'inverse. On va peut-être reculer la tête et réavancer un tout petit peu le ventre et au contraire, se mettre peut-être un peu plus à l'arrière sur le pied. C'est à vous de vérifier si ça va bien. Pour ceux qui ont les genoux en hyperextension, eh bien, je vous conseille de sautiller un peu sur place et de déverrouiller vos genoux. Ça va placer votre bassin différemment, souvent vos épaules aussi différemment et provoquer une voix beaucoup plus facile. Pour ceux qui ont la tête dans les épaules, eh bien, juste pensez que vos épaules s'éloignent de la tête. Ça devrait déjà aller beaucoup mieux. D'accord, famille Marcelin, dans la durée, vous passez de D à E. Ce n'est pas très étonnant. Hein. Ok, alors comment je fais pour revenir? Non, ce n'est pas là. Voilà. Alors, nous allons donc reprendre notre travail postural et vocal. Donc, vous allez vous remettre debout et nous allons reprendre le travail des modulations. Vous voyez, nous allons travailler sur la hauteur, par exemple, et nous allons faire une sirène. Vous partez du plus grave de la voix et vous allez vers le plus aigu. Allez-y, à vous. Essayez de garder la tête loin du corps. Et revenez. Très bien. Essayez maintenant de bouger le dos en même temps. Hein, de bouger le dos, le bassin, de bouger les épaules, le cou, la tête et de le faire en bougeant. À vous. En général, ça facilite énormément le travail, ça facilite énormément l'accès aux extrémités de la voix, à la fois dans le grave et dans l'aigu. Ça s'appelle faire l'algue dans l'eau. Maintenant, sans quitter votre souplesse et sans quitter
la verticalité sans quitter la tête loin du corps, etc., je vous conseille de compter 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. C'est-à-dire de compter de plus en plus fort en revenant de plus en plus faible. On part de plus en plus faible, on va vers de plus en plus fort et on revient vers le plus en plus faible. Et là, on module en intensité. À vous. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Allez-y. Restez toujours souple dans le dos. Restez toujours souple dans la nuque. Laissez la nuque et le dos tranquilles. Restez vers le haut et jonglez avec l'intensité. Très bien. N'oubliez pas de respirer quand vous avez besoin de respirer, en lâchant un peu votre abdomen. Très bien. Et maintenant, nous allons faire quelques exercices d'articulation. Par exemple, pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Donc, on va le dire d'abord très vite. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est très court? À vous. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? À vous. On va le dire très, très vite, très, très vite, très, très vite, très, très vite, très, très vite. Et puis, on va ralentir de plus en plus. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Très bien. Et puis, on va reprendre. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Et on va faire un geste avec, comme si on parlait en s'énervant à quelqu'un. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Quel geste faisons-nous quand nous nous énervons? Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Allez-y, allez-y, débordez, énervez-vous, allons-y. Très bien. Et puis, on va ralentir progressivement. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? Tout en continuant à faire des gestes. Restez toujours un peu souple dans le dos et la nuque, restez toujours grand vers le haut. Pourquoi passer par Paris puisque par Pontoise, c'est plus court? On ralentit de plus en plus. Et accompagnez de gestes votre élocution. Pourquoi passer par Paris puisque c'est plus court? Pourquoi passer par Paris puisque c'est plus court? Allez-y. Pourquoi passer par Paris puisque c'est plus court? Par Pontoise, pardon. Très bien. Qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on ralentit le débit? Qu'est-ce qu'on constate au niveau de la gestuelle? Que constatez-vous au niveau de la gestuelle lorsqu'on ralentit le débit? La gestuelle est meilleure. En quoi est-elle meilleure, Claudine, la gestuelle? Pourquoi dites-vous qu'elle est meilleure? Plus douce, merci. Elle ralentit. Effectivement, la gestuelle ralentit. Elle est plus précise, elle accompagne la voix, tout à fait, merci. Elle suit le rythme de la voix, tout à fait. Donc, que va-t-on faire lorsqu'on doit prendre la parole en public et que l'on doit être entendu? Qu'est-ce qu'on va faire pour être mieux entendu? La gestuelle ralentit la voix, merci. Qu'est-ce qu'on va faire pour être entendu, pour être compris, pour être, pour être un orateur, pour remplir une salle, hein? Je ne parle pas d'une classe bruyante. Là, je parle d'une salle, si vous prenez la parole en public, comment vous allez faire? Eh bien, vous allez ralentir le débit parce qu'il y a beaucoup de monde devant vous et parce que les gens sont loin. Et en ralentissant le débit, vous allez augmenter, vous allez la plupart du temps amplifier, ralentir la communication non verbale et ça va vous permettre d'être visible très loin parce qu'il va y avoir plus d'amplitude. Et l'amplitude du geste va jouer sur l'amplitude de la voix. Vous voyez? Donc ça, c'est un exercice extraordinaire qui vous permet de remplir une salle tout en restant à votre place et qui va vous permettre d'être beaucoup plus, quelque part, un
un orateur qui sera mieux perçu, voyez-vous. Et si vous êtes mieux perçu, le message va mieux passer. Alors, la hauteur est importante, l'intensité, bien évidemment, on a testé. Je voudrais maintenant vous faire prendre connaissance d'une méthode très intéressante d'éloquence qui va vous permettre de vous faire retenir, bien retenir. Alors, Aristote disait que pour avoir un discours attractif et efficace, eh bien, il fallait à la fois mettre de la pensée, de la raison, des faits, hein, c'est-à-dire avoir un discours logique, théorique, qui fait preuve de raisonnement, de faits, de concepts, qu'il fallait avoir aussi qu'il fallait aussi que alors, ce n'est pas du tout ça, pardon, il y a une erreur sur le PowerPoint, je suis désolée, ce n'est pas ça du tout. Il faut que je reprenne, ce n'est pas du tout. Alors, pour Aristote, ça s'appelle le triangle d'Aristote, ce que je vous montre, et je vous prie de m'excuser, j'ai donné mon PowerPoint à faire parce que je ne suis pas capable de les faire, il faut quand même bien le dire, et on ne m'a pas donné du tout ce qu'il faut là, ce n'est pas du tout ça. Alors, un discours réussi est un discours qui va mêler, par exemple, nous prenons le roi d'Agobert, le roi d'Agobert qui, soi-disant, a créé l'école. Eh bien, si vous faites une leçon d'histoire et que vous parlez du roi d'Agobert, vous allez dire, il y a les faits, le raisonnement, l'histoire, la raison. Le raisonnement, les faits, l'histoire. Le roi d'Agobert, en je ne sais plus 1400 ou je ne sais quoi, a créé l'école. Cette école perdure encore de nos jours. Elle a correspondu à l'école de la République de Jules Ferry au début du XXe siècle. Maintenant, l'école est obligée de se renouveler, etc., etc. À l'époque de Charlemagne, c'était bien autre chose. Et ça a permis ci, ça, etc. Voilà. Faites un discours rationnel, sociologique, démographique, tout ce que vous voulez au bout de l'école. Bon, si vous voulez que votre public accroche, eh bien, vous savez très bien qu'il va falloir, eh bien, ma foi, paraître sympathique à votre public. C'est-à-dire que nous avons besoin du logos, qui est la pensée, mais nous avons besoin aussi de l'éthos. L'éthos, c'est paraître sympathique à l'auditoire pour pouvoir tout simplement provoquer son adhésion. Donc, comment allez-vous être sympathique à l'auditoire? Certes, vous allez être sympathique parce que crédible dans ce que vous racontez au niveau des faits. Si vous êtes très instruit, eh bien, les faits vont être très développés, votre discours très argumenté, très nourri, très alimenté par des tas de choses, des tas de références. Bon. Alors ça, vous allez paraître tout à fait crédible, mais le public va aussi avoir envie que vous soyez sympathique, que vous soyez digne de respect. Pour l'adhésion, eh bien, nous avons besoin de ça. Pour adhérer à un orateur, nous avons besoin qu'il nous soit sympathique. D'où l'importance aussi de la présentation, l'importance de vos manières, de vos gestes. Voilà, tout ça est très important. Et puis, on va aussi avoir besoin, alors donc, par exemple, pour Charlemagne, eh bien voilà, nous avons fait tous nos discours sur l'école, etc. Mais quand on injecte tout ce discours de savoir sur l'école, eh bien, il ne faut pas se priver, ma foi, évidemment de donner beaucoup de sources, de beaucoup de connaissances, avoir l'air savant, mais en même temps, eh bien, dire nous avons vraiment besoin, prendre parti quelque part, dire nous avons vraiment besoin d'une école juste, qui soit honnête avec les élèves et avec les parents, etc. Des choses qui vont vous faire être sympathique à l'auditoire. Donc voilà. C'est un peu démagogique, mais en tous les cas, ça marche. Et puis la troisième chose qui est vraiment capitale, bien évidemment, c'est l'émotion, c'est-à-dire c'est le pathos. Donc je reprends mon discours avec Charlemagne, et bien voilà, en 1400, à cette époque, on a fait ci, on a fait ça, et nous avons bien besoin d'avoir cette école pour que plus de justice dans notre pays, etc. Comme me le disait mon père, qui n'avait pas pu faire d'études. Il en était très affecté
il eut une vie très douloureuse qui, moi-même, a contribué probablement à ma mobilisation pour ce combat. Et là, vous êtes conquérant, vous les séduisez, hein, parce que l'aspiration du public à avoir des nourritures concrètes, des nourritures intellectuelles, rationnelles, des faits, des actes, tout ça, disons des nourritures intellectuelles, il a le logos, il a la nourriture intellectuelle, il va avoir la sympathie, quelque part une espèce de nourriture sociale, relationnelle, il l'a, et il va avoir également la nourriture émotionnelle. Et donc, si vous, à chaque fois, vous alimentez votre public avec ces 3 axes, eh bien, vous pouvez être sûr que vous allez les captiver plus facilement, d'autant plus que vous allez avoir une voix posée, une voix claire, qui module, avec une gestuelle appropriée. Voyez, eh bien, tout ça va faire de vous, va vous faire grandir en tant qu'orateur. Alors, je lis ce qu'il y a dans le... Alors, on me dit comment faire dans la salle de classe. Alors, comment faire dans la salle de classe? Comment faire quoi dans la salle de classe? Je vois, là, si vous voulez bien préciser votre question, Claudine, comment faire quoi dans la salle de classe? Voilà, donc ça, c'est très important pour, vous voyez, on a parlé un peu du corps, on a parlé du média qui est la voix. Maintenant, on est un peu sur le discours, sur comment s'y prendre pour donner son message, hein, comment faire passer les messages. Bien. Alors, maintenant, ça, c'est la manière dont vous allez... c'est les fibres, enfin, ce sont les fibres que vous allez faire vibrer auprès de votre public. Mais maintenant, on va aussi également avoir besoin de la construction du discours. Donc, comment faire pour construire un discours qui va être un discours pertinent, qui va être un discours efficace? Alors déjà, vous le savez aussi bien que moi, on laisse venir ses idées. On va prendre celles qui nous paraissent les meilleures, on va les hiérarchiser et on va les organiser. Ça paraît tout débile, notamment pour les enseignants probablement qui sont nombreux à s'être connectés, et vous faites ça tous les jours, mais enfin, je le rappelle. Et ensuite, eh bien, on va faire ce plan. Alors, vous voyez, ce qu'on soit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est très important, bien évidemment, de structurer la pensée, mais c'est important de structurer la pensée. Ce plan va avoir une importance effectivement capitale parce qu'il va rassurer l'orateur autant que l'assistance. Alors, quel plan? Vous pouvez avoir un plan chronologique qui s'articule à partir du temps, par exemple les comptes rendus médicaux. En 2003, Madame Dupont a eu une carie à la dent numéro 23. En 2018, eh bien, la carie est revenue à la même dent et en 2020, il y a eu une autre carie, ce qui fait qu'en 2021, nous avons été obligés de couronner la dent. Voilà, ça c'est un compte rendu, c'est un plan chronologique. Là, j'ai un compte rendu chronologique. La chronologie, c'était les années, 2016, 2018, 2020, 2021. C'était le temps qui allait nous donner notre plan. La thématique est bien évidemment un plan thématique, ça s'articule, c'est à partir d'un thème, et on va analyser les différents aspects du thème, esthétique, financier, historique, etc. Donc là, on avait l'école et Charlemagne, donc j'en ai parlé, on pouvait très bien développer autour de l'école à l'époque de Charlemagne. Le plan dialectique, vous voyez, thèse, antithèse, synthèse, avantages, inconvénients, etc. Et on va choisir une structure en fonction, bien évidemment, de l'expérience et du sujet que l'on a, pour avoir l'adhésion des élèves et obtenir l'adhésion. Alors, pour avoir l'adhésion des élèves, j'espère être en train un petit peu de ma foi, de répondre un peu à ça. C'est-à-dire, il faut vraiment prendre le temps de se relâcher, prendre le temps de se décontracter tous les jours un peu pour pouvoir tenir et pour pouvoir s'impliquer quand il faut s'impliquer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, vous voyez que vous pouvez aussi, les introductions et les conclusions d'un discours font sa réussite. Je ne vais pas rentrer
plus longtemps parce qu'il faut vraiment avancer. Je ne vais pas rentrer plus en amont là-dedans, mais sachez que la manière dont vous démarrez un discours et la manière dont vous le finissez est capitale. Si vous avez à peu près 3-4 minutes pour captiver votre auditoire au niveau de l'introduction, quand vous commencez un discours, rejoignez les gens là où ils se trouvent, rejoignez le public que vous avez, là où sont ses préoccupations, là où vous le retrouvez un jour J, à une heure donnée, et face à ce public, quel qu'il soit, renseignez-vous vraiment sur le profil de ce public, sur ce qu'il sait déjà, sur son état d'esprit au moment où vous le rencontrez, au moment où vous le trouvez, sur son profil professionnel, notamment si vous avez affaire à des adultes. C'est très, très important. Il faut rejoindre toujours les gens là où ils sont et non pas là d'où vous partez. C'est capital. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose de très important parce que ce que vous me posez comme question, Claudine, pour avoir l'adhésion des élèves et obtenir l'adhésion. Il y a quelque chose de très important, c'est que l'enseignant pourquoi cherchez-vous à… Enfin, ce qui est très important, c'est parce que si vous cherchez à avoir l'adhésion constamment des élèves, c'est très fatigant. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que vos élèves apprennent. C'est que vos élèves soient donc… Vous voulez l'adhésion pour la coopération, me semble-t-il, n'est-ce pas? Je crois que c'est Claudine qui m'a posé cette question. Vous voulez l'adhésion, je suppose, pour la coopération, pour qu'ils coopèrent. Donc, la coopération en classe est effectivement capitale parce que c'est la coopération qui va vous permettre d'économiser votre voix. Parce que s'ils coopèrent, ils vont travailler, vous comprenez? Et ils ne vont pas s'appuyer uniquement sur vous. Donc, qu'est-ce qui va faire que vos élèves vont coopérer? Eh bien, c'est le choix de méthodes pédagogiques participatives où vous allez vous appuyer un maximum sur eux en vous épargnant un minimum l'effort vocal. Alors, je ne sais pas si je suis en train de répondre à votre question ou pas, mais en tous les cas, c'est mon intention de travailler autour de ça. Comment je fais pour retrouver le… je ne me retrouve plus. Voilà. Alors, pour illustrer ça, je vais vous montrer la vidéo d'un enseignant lauréat des Palmes académiques, qui est aussi enseignant à l'INSPE, qui est maître formateur et professeur des écoles. Il est lui-même d'ailleurs antillais, puisqu'il est guadeloupéen. Il s'appelle Sirou Pechnard. Je vais vous passer rapidement 2 vidéos dans lesquelles il fait la dictée, donc qui est généralement une activité extrêmement fatigante pour l'enseignant, et une autre où il vous propose un outil qui vous permet justement d'augmenter la coopération des élèves en stimulant toujours leur autonomie. Et en fait, lui, il s'en sort comme ça. Il s'en sort dès le départ en s'étant posé la question: qu'est-ce que je peux arrêter de dire, qu'est-ce que je peux me passer de dire? Ça a été son premier postulat. Il a d'abord beaucoup observé. Il part du principe qu'il faut d'abord observer sa classe, se mettre en retrait. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Se mettre en retrait et ensuite arrêter de dire tout ce que les élèves peuvent dire à sa place. Est-ce que ce que je dis est clair, s'il vous plaît? Puis-je avoir des retours? En attendant, je vais donc arrêter le partage de mon PowerPoint pour vous passer pour… Oui, c'est clair, d'accord. Donc, je vous passe ces vidéos. Donc, je vais essayer donc de faire le partage des vidéos qui sont passionnantes. Et vous allez voir qu'en fait, certes, l'enseignant a besoin d'être un bon orateur, mais pour être un bon orateur, il a besoin de protéger sa voix. Et s'il veut protéger sa voix, il faut qu'il ait des notions de technique vocale,
Il faut qu'il connaisse sa voix, certes. Il faut qu'il la protège. Il faut qu'il consulte les phoniatres, les orthophonistes en cas de besoin. Mais il faut également qu'il travaille sur la pratique métier, sur la pratique professionnelle, de façon à moins parler, ce qui est évidemment exactement le contraire de ce que je suis en train de faire maintenant. Mais je vais donc essayer de vous passer les vidéos. Alors, comment je fais? Est-ce que tu veux bien me... Alors, Oui, bien sûr. C'est attends, je ne sais pas comment je fais. Comment je fais pour aller la trouver, la vidéo, là? Tu m'as dit que tu l'avais en fichier zip. Oui, alors attends, est-ce que tu peux me remettre en grand? Parce que là, je suis en petit. Ah bah ça y est, voilà, ça y est, c'est bon. Donc, partage, c'est là. Les vidéos, elles sont où? C'est sur un zip. Sur un zip sur mon bureau. Ah, voilà, je crois que je les vois. Est-ce que tout le monde voit? 874. Est-ce que vous entendez, vous voyez, s'il vous plaît? 5 moins 4 égale 1. 7 moins 1, on ne peut pas. Merci. On OK. rajoute une dizaine, ça Voilà, fait donc on est sur la conjugaison, le calcul, 11 pardon. moins 7, ça fait 4. 13, 4 moins 8, on ne peut pas. On rajoute une dizaine. 3 moins 8 égale 5. 0 moins 2, on ne peut pas. 10 moins 2, ça fait 8. 5 moins 0, ça fait 5. 600 415 moins 2874. Donc voilà le maître qui est au fond de la classe tout seul. Le maître est au fond de la classe tout seul. 541. Fatoumata, Mathéis, on a oublié de barrer le 4. est-ce que quelqu'un remarque quelque chose sur l'opération? À la place du 5, il y a un 4. Parce que au 6, à 5, on doit enlever une dizaine à 5 pour avoir 10. On enlève une dizaine à 5 pour avoir 10 dans le 0. Et du coup, ça fait 4. Vous êtes d'accord? C'est pas possible que tu barres 0 pour encore en haut mettre 0. Il faut faire 4 moins 8, on ne peut pas le faire. Donc, il faut aller chercher dans les unités de 1000, mais il y en a 0. Donc, du coup, il faut aller chercher dans les dizaines de 1000. Est-ce que tu as compris ce qu'il t'a demandé de faire? Non. Montre-lui. Laisse-nous faire le reste. Moins 8 égale 6. 9 moins 2 égale 7. 5 moins 0 égale 5. Alors, on reprend. On fait ton opération en entier. 5 moins 4 égale 1. 1 moins 7, on ne peut pas. On rajoute une centaine. Ça fait 11.
11 moins 7, ça fait 4. Et si on rajoute une centaine, qu'est-ce qu'on fait? Les deux, là. Sofiane, si on rajoute une centaine, ça veut dire qu'il n'y a plus 14, il y a 13. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va barrer le 4 et mettre un 3. Cohen, 13 moins 8, ça fait 5. Du coup, il faut mettre un 5. très bien, on l'encourage, c'était très bien, merci beaucoup. Voilà, cet exemple de maître qui parle peu et qui est assis au fond de la classe en retrait. Il appelle ça la haute mer, la haute mise en retrait. Et qui travaille, en fait, il fait tout faire par ses élèves. Hein. Donc, il a majoré les interactivités, les interactions entre les élèves eux-mêmes. Tout ce que les élèves peuvent dire à sa place, eh bien, ils le disent à sa place. Lui parle un minimum et ses élèves collaborent un maximum. Hein, vous voyez. Alors, donc, la dictée, là, on ne peut pas la... Bastien, même si j'ouvre Adobe Acrobat Reader, il n'y a pas moyen, tu ne crois pas? Bon, on va faire la deuxième, là, la deuxième vidéo qui est sur les gestes que fait Sirou dans sa classe. Cohen, En 2, on fait conjugaison, c'est là, tu le fais. C'est Jordan à mon petit frère. alors, Jordan à mon petit frère d'aller au parc avec mes parents. ils sont prêts, tes camarades. Vous êtes prêts? Non. Le clown malicieux. Plus bas, lire, génétique, module, maths. Alors, quelqu'un me demande, je crois que c'est Claudine qui me demande, est-ce que c'est parce qu'il a le masque qu'il ne parle pas? Mais pas du tout. C'est une démarche pédagogique volontaire qu'il a mis des années à mettre au point et qui lui vaut les palmes académiques et qui lui vaut aussi d'être enseignant maintenant à mi-temps à l'INSPE. C'est un choix pédagogique, c'est une démarche pédagogique extrêmement savante. Hein. Voilà. Bon, je voulais vous passer la dictée, on n'arrive pas à l'ouvrir, je suis désolée. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette manière de faire qui protège la voix? Hein, c'est vraiment une manière de protéger la voix en augmentant les interactions entre les élèves qui, du coup, provoquent leur coopération. Hein, parce que vous avez besoin d'être comment dire, sympathique à vos élèves, ça je viens de le dire avec le triangle d'Aristote, vous devez leur faire vivre des émotions extraordinaires, mais on voit que lui, il est dans l'affectif aussi, puisqu'on les applaudit, donc il y a la reconnaissance du maître pour l'élève, il n'a donc pas du tout négligé ce paramètre, les élèves s'applaudissent tous, s'applaudissent à la fin d'un exercice,
il fait aider les faibles par ceux qui sont forts, enfin par ceux qui réussissent. Et il a ce qu'on appelle un tableau de réussite près du tableau, qui est un tableau écrit avec le nom de tous les élèves et le nom des activités qui sont réalisées. Quand un élève a réussi l'activité, il vient mettre son nom. Et quand un n'arrive pas à réaliser une activité en rapport avec cette activité-là, il va voir le tableau, il voit quel est l'élève qui a réussi et il va lui demander. Donc, bien évidemment, il y a tout derrière, il y a énormément de choses. Il y a évidemment aussi le désir, le souhait d'augmenter, si je puis dire, le sentiment civique de la classe, la solidarité, la civilité entre les élèves, etc. Il faut savoir que ces élèves sont issus de classes de ZEP et que normalement, ce sont des élèves extrêmement difficiles qui font énormément de bruit et que il arrive quand même à obtenir énormément d'adhésion, de coopération, de silence et de résultats. C'est assez exceptionnel. Alors, il est maître formateur maintenant, donc j'espère qu'il va former beaucoup d'enseignants. Ça nous rappelle bien sûr la méthode Freinet. Freinet disait invariant numéro 20, parler le moins possible. Et c'est donc ce que nous recommandons tout de même dans cette pratique, dans ce métier, dans cette pratique professionnelle qu'est l'enseignement, dans laquelle il y a énormément de sinistrés de la voix. La santé vocale et l'enseignement, ça va vraiment pas ensemble. Alors, combien de séquences pour en arriver là? Il a commencé par observer. Il dit toujours qu'il a commencé par observer ses élèves et qu'il s'est mis en retrait et que vraiment la première des choses, c'était qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que les élèves peuvent dire à ma place et que je peux ne pas dire donc. Et voilà, petit à petit, il a effectivement trouvé beaucoup de choses à leur faire dire que lui ne dit pas. Alors, je trouve que c'est difficilement praticable en maternelle et au CP pour les apprentissages oraux et pour l'entrée dans l'écrit, surtout dans un milieu où la langue maternelle n'est pas celle de scolarisation. En Guyane, il est très important de passer par l'oral pour assimiler du vocabulaire et aussi dans l'action, pour assimiler du vocabulaire et aussi dans l'action, c'est-à-dire l'action, le bel, je ne comprends pas. Difficilement praticable en maternelle et au CP pour les apprentissages oraux et pour l'entrée dans l'écrit. Alors, ça, c'est continuellement la question qui est posée. Je vais continuer à lui poser parce que là, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous donner. Je pense qu'il a probablement des réponses pour la maternelle. En tous les cas, ah oui, il faut agir et dire, d'accord. En tous les cas, une chose est importante, c'est pour la voix et je pense aussi pour les apprentissages. On sait qu'une voix agréable va favoriser les apprentissages. Donc, je pense que vous communiquerez mieux les savoirs avec une voix en forme, mais qu'en tous les cas, si vous stimulez les différents canaux dont on a parlé, c'est-à-dire si vous stimulez le canal visuel, le canal auditif, le canal éventuellement kinesthésique, eh bien, ça va favoriser les apprentissages. Alors, comment? Le canal visuel, c'est bien évidemment arriver à créer, arriver à être en cohésion, c'est-à-dire arriver à ce que votre voix soit en cohésion avec votre gestuelle, avec vos déplacements, avec vos expressions de visage, avec vos regards. Tout ça est important, c'est d'avoir une cohésion corporelle et vocale qui va favoriser aussi, qui va aider à la transmission du message. Ce qui est important aussi, c'est je ne sais plus ce que je voulais dire, pardon. Ah oui, et donc, d'avoir cette cohésion visuelle, la cohésion auditive avec la voix, et éventuellement une espèce de cohésion kinesthésique, c'est-à-dire de revenir régulièrement au corps, c'est-à-dire de varier les activités de façon à ce que les élèves aussi reviennent au corps, qu'on installe des séances de relaxation, qu'on installe des séances de souffle, qu'on fasse poser la tête sur la table pour se reposer, qu'on fasse des exercices corporels à deux, où chacun travaille l'un avec l'autre, il touche le corps. Enfin bon, je sais que c'est compliqué, ça dépend des âges, j'ai bien conscience, mais enfin, c'est vous qui savez mieux que moi. Donc voilà, il faut privilégier le corps, vraiment donner sa place au corps dans l'enseignement et pas uniquement à la tête. Et je pense que si vous redonnez
à votre voix la place qui est la sienne, eh bien, vous redonnez une place au corps et ce faisant, probablement une place probablement plus importante aux élèves et à vous-même d'ailleurs, hein, on va se respecter plus, davantage les uns les autres en redonnant du corps dans l'école. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important que nous apprend le travail de la voix, bien évidemment. Alors, le BEL, je montre des images et ce sont les enfants francophones qui maîtrisent la langue orale. Je fais écouter des histoires, je montre des vidéos de comptines dans les moments où ma voix est fatiguée. Et c'est très bien, je trouve ça très bien. Alors, Félie, même en maternelle, on peut utiliser les gestes, il y a toujours un ou deux ou plus qui traduisent pour l'enseignant. C'est très bien. Ben voilà. Vous voyez, je suis en PS, je le fais pour reposer ma voix. Ben, très bien, vous voyez. Le BEL, donc le BEL dit, et ben voilà, ben donc vous avez, ben oui, le BEL, vous avez déjà beaucoup d'outils, vous avez déjà beaucoup de réponses, hein. Vous voyez, parce que il a tendance il a des outils, vous ne pouvez pas rester sans outils. Il a ce tableau de réussite hein, qu'il écrit tous les jours. Voilà, il a équipé vraiment, il a dit d'ailleurs que c'était la première des choses qu'il lui fallait, qu'il a créé, c'était des outils qui sont censés favoriser l'interaction entre les élèves. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment important. Il en a. Et il faut penser, je pense, la première des choses, c'est penser à vous outiller, hein. D'abord, observer, puis outiller. Je m'appuie sur les élèves francophones pour parler à ma place, bien sûr, oui. Donc, observer, vous mettre en retrait, observer, vous outiller. Alors, lui, il ne répond pas, il fait comme ça. Il fait, je ne sais pas. Il montre, il fait beaucoup de gestes. Hein. Vous avez vu, il fait beaucoup, beaucoup de gestes. Hein. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, au niveau du métier, c'est quelque chose qui vous aide à favoriser l'adhésion des élèves, à favoriser aussi la mise en retrait et le repos vocal. Ce qui peut aussi vous aider pour la voix. Hein. Là, on était sur la communication et sur le métier aujourd'hui. Ce qui peut vous aider également pour la voix, je pense, c'est de vous préoccuper de l'acoustique de votre salle, c'est-à-dire de votre environnement de travail. Hein. Comment faire pour que ma salle résonne moins? Alors, on peut mettre, par exemple, des tapis au sol, on peut mettre des boules de tennis vides sous les pieds de chaise, on peut mettre des sets de table pour que les règles, tout ça, ne fassent pas trop de bruit. On peut faire pendre, mettre des panneaux en tissu sur les murs ou faire pendre des panneaux en bois, des plafonds. Ça insonorise les salles. Vous voyez, on a vraiment besoin d'avoir une réflexion aussi sur le bâti scolaire. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous libérer d'un environnement sonore, d'un environnement acoustique trop bruyant, ce qui va vous permettre évidemment de faire mieux passer vos messages aussi vocaux. Hein. C'est très important. Donc, on a toute une réflexion à mener sur la pratique professionnelle, sur l'organisation du travail, prévoir des pauses, arrêter de parler, et également sur l'environnement acoustique des classes, hein. Et puis sur votre poste de travail, c'est-à-dire comment vous pouvez vous appuyer sur un micro, sur une sonorisation, c'est très important. Il faut avoir un micro, il y en a maintenant pour 30 € des micros. Hein. Quand on a un problème de voix, il est très important d'utiliser un micro, vous voyez. Donc, toutes les règles d'éloquence, les règles, donc le triangle d'Aristote, tout ce que vous pouvez, la rhétorique peut aider, bien évidemment, mais là, ça donne des gens très bavards. Hein. Mais également, toutes ces réflexions sur la profession vous aident à mieux faire passer vos messages. Hein. Par exemple, il y a des réflexions à mener sur comment donner des consignes pour parler moins, mais pour que ça soit compris. Hein, vous voyez, donc généralement, c'est faire des phrases courtes, ne pas les répéter ou les répéter le moins possible. C'est également travailler les phrases, travailler vraiment ces phrases, travailler les contenus de ces consignes, c'est très important. Savoir réfléchir sur les transitions, comment faire passer d'une activité à une autre. Il y a plein de transitions que vous sautez souvent et on fera la même chose à votre place. Vous voyez, quand on démarre une activité, il y a la mise en route de l'activité. Hein. Il faut mettre en condition pour être dans l'activité. Donc,
on annonce l'activité, on va… enfin, il y a des tas de choses, là, je ne l'ai plus en tête parce que je ne l'ai pas dit depuis un certain temps, mais en tout cas, quand on quitte l'activité, eh bien, il faut déjà quitter l'activité, récupérer les informations, commencer à annoncer qu'on va faire une autre activité. Enfin, il y a des tas de mini-transitions qui, si elles sont oubliées, eh bien, ne mettent pas du tout la classe en état d'écoute et de passage pour autre chose, vous voyez. Alors, 145, je ne suis pas une maîtresse, mais à quel moment il y a des échanges verbaux entre le maître et l'élève pour que celui-ci soit à l'aise dans l'oral? Ah, je comprends. Donc là, on est sur une sensibilisation à l'oral. Je ne sais pas, je lui poserai la question parce que je le verrai sans doute dans pas très longtemps. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Comment enseigne-t-il l'oral? Je note, hein, Sirou, comment enseigne-t-il l'oral? Je pense qu'il doit plus ou moins, donc enseigne-t-il l'élocution, l'expression orale, etc. Je pense qu'il doit avoir des moments dédiés à ça à travers probablement peut-être des supports tels que la poésie, enfin tout ce qu'on connaît. Et je lui demanderai, je suis désolée, je ne peux pas vous répondre 445 parce que là, je n'ai pas du tout les réponses. Est-ce que vous avez, je vais terminer là, je vous remercie infiniment, il est quasiment 22 heures à Paris, il est 21h51, il est déjà assez tard aussi chez vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Et je vais essayer d'y répondre, avant qu'on se sépare. Alors, je vais mettre le nom dans les Guadeloupéens. Hein. Voilà, Sirou Pechnard, il est professeur des écoles à Poitiers. Voilà. Comment éviter de forcer sur la voix? Alors, le bel. Comment éviter de forcer sur la voix? On a déjà donné quelques pistes. Hein. Alors, je réponds à Lebel. Il faut déjà échauffer, préparer le corps avant l'effort vocal, enfin avant la performance vocale. Il faut préparer le corps, il faut manger, il faut s'assouplir les épaules, bouger son bassin, masser sa nuque, bouger un peu la mâchoire, tirer la langue, carrément. Hein. Bouger un peu sa mâchoire, masser près des oreilles, là. S'étirer. Il faut se mettre en route, il faut mettre en route le corps, hein, s'étirer, voilà. Pendant que vous faites l'appel en classe, vous pouvez faire l'appel, j'appelle ça la vocalise de l'enseignant. Déjà, vous placez, alors ensuite, bon, une fois qu'on a préparé le corps, respecter la posture dont on a parlé en démarrage, mettre en route son souffle et surtout ne pas penser qu'on envoie la voix devant. Pensez que la voix, on l'envoie tout autour de soi, y compris derrière. Ça veut dire que quand vous allez, par exemple, vous échauffer, il faut préparer un peu la voix le matin, déclamer ou chantonner un peu, vous voyez, et ne pas penser à aller par là, mais penser à aller par là. C'est-à-dire que le son va plutôt derrière vous, hein, plutôt derrière vous, sur une tête qui va très loin du corps et des épaules qui vont loin de la tête. Vous voyez, ça c'est très important. Et donc, pensez qu'on envoie un peu derrière le soi le son et ne jamais faire ça. Là, vous forcez. C'est-à-dire, si vous inspirez en montant les épaules, en montant le thorax, et qu'ensuite vous poussez la voix dehors en appuyant là et en tirant la tête, là, vous êtes en forçage vocal. Donc, on a besoin de prendre conscience qu'il ne faut pas appuyer là, qu'il ne faut pas tirer la tête, la pousser vers l'avant et cracher du son parce que ça fait très mal. Ne jamais vouloir cracher du son. Se placer, mettre en route le souffle, articuler souplement et penser qu'on envoie la voix un peu derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Y a-t-il d'autres questions? Ça doit partir de tout le corps. C'est-à-dire que le souffle, par exemple, évidemment, le souffle bouge le ventre, effectivement. Mais on a besoin aussi que les cages thoraciques soient mobiles. On a besoin que la poitrine soit mobile. On a besoin que le dos soit mobile. Vous voyez? Vous n'avez pas répondu à ma question. Ben, alors, c'était quoi votre question 440 Ah oui, 467. Merci, effectivement. 467, c'était laquelle de question? La question, c'était pour ne pas fatiguer la voix, faut-il pas articuler et surtout mettre les ponctuations? Ah, merci. Oui, il faut articuler, mais beaucoup avec la langue dans la bouche, vous voyez. Par exemple, si on fait la, là, on articule, mais pas articuler en faisant des choses avec la mâchoire. Il faut surtout articuler avec la langue dans la bouche. Hein, c'est la langue qui va beaucoup articuler, les lèvres aussi un peu, mais la langue. Et mettre la ponctuation, ça c'est clair. Oui, il faut mettre la ponctuation parce que c'est la ponctuation qui va vous aider à moduler, qui va vous aider à trouver le sens et qui va donc favoriser l'implication de l'orateur. Hein. La ponctuation est très importante pour donner le bon sens. Hein. Donc, effectivement, je pense que vos pistes 445 sont très bonnes. Alors, pas de questions, merci. Est-ce que ça doit partir du ventre? Donc, ça doit partir, le souffle doit partir du ventre. Le souffle, il mobilise beaucoup de parties du corps. Il mobilise le dos, la poitrine, les côtes, le ventre, effectivement, aussi. Hein. Vous donnez des cours par Internet. Bien, écoutez, peut-être que je vais finir effectivement par en donner pour s'habituer à prendre des bonnes habitudes. Je vais peut-être effectivement finir par en donner. Pour l'instant, pas encore. Alors, avez-vous des vidéos pédagogiques à emprunter? Je peux vous faire suivre des liens des vidéos pédagogiques. Je vais réfléchir. Alors ça, c'est Félix qui demande. Non, c'est Sylvie et Lebel. Écoutez, je vais vous donner mon mail. Je vous donne mon adresse mail MGEN. Hein, CLOIE, le chiffre 2, @mgen.fr. Je vous l'envoie. Je vous invite à me contacter pour ceux qui ont des demandes particulières de ce type, parce que peut-être je pourrais leur donner satisfaction, peut-être dans les mois qui viennent. Je ne dis pas demain, hein, mais peut-être ça pourrait être possible, effectivement, d'avoir un système comme ça d'enseignement ou de pratique à distance. Donc, voilà. Donc, vous avez mon mail. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Nous avons eu 32 personnes. J'espère que ce webinaire vous aura intéressé, qu'il sera en mesure de vous aider par la suite dans vos réflexions sur la santé vocale, dans vos réflexions également sur la communication, et qu'il vous donnera envie de poursuivre, de progresser, qu'il vous nourrira suffisamment pour vous donner un élan et l'envie de continuer à faire dans vos métiers, quels qu'ils soient, et bien évidemment les métiers de relation, les métiers des professionnels de la voix sont tous souvent des métiers merveilleux. Hein. Je pense bien sûr aux enseignants, aux soignants, mais je pense également aux métiers, à tout ce qui est fonction managériale, qui sont des métiers difficiles, ingrats, mais néanmoins passionnants, parce que ce sont des métiers qui, bien évidemment, nous permettent de progresser dans notre compréhension de la nature humaine et de ce que nous sommes nous-mêmes également. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Vous recevrez un mail de remerciement dans lequel il y aura un questionnaire d'évaluation
Donc, je vous remercie vraiment de remplir le questionnaire d'évaluation. Nous en avons besoin pour poursuivre ces webinaires. Il y avait peu de monde dans ce webinaire. Je suis un peu déçue. Nous avons normalement beaucoup plus de gens. Il y avait peu de monde. Donc, si on veut que ça continue, il faut vraiment que vous manifestiez, que vous répondiez au questionnaire d'évaluation qui vous sera envoyé dans les jours qui viennent avec un livret, le livret Voix et communication de MGEN qui a été réalisé par mes soins, mais également par les soins d'un comédien et d'un conseiller en communication qui rédige les discours de pas mal de nos hommes politiques. Voilà, à bientôt. Merci encore. Bravo à vous dans vos différents métiers et bon courage pour la suite. Au revoir.